Petite présentation de Caravanier, pour commencer, comme à chaque fois. Hem, alors attendez, parce que là, c'est comme si ça voulait pas passer mes diapos. Trop vite. OK. Donc l'équipe Caravanier, en quelques mots, en fait, on est une petite équipe, en tout cas petite et grande en même temps, je trouve, en tout cas à échelle, humaine. Vous avez une belle idée en tout cas de qui sont les caravaniers à travers ce diapo. Au bureau, on est peut-être, une petite dizaine à travailler au bureau. Ce qui fait que, on est en général, quand vous parlez à quelqu'un au bureau, que ce soit, responsable, et cetera, ce sont aussi, des personnes qui guident, qui sont sur le terrain, donc autant voyageurs que personnes ressources pour vous préparer, dans vos voyages. Donc au bureau, c'est ça, une dizaine de personnes, ce qui fait aussi qu'on se donne les moyens et on a vraiment le plein contrôle sur nos itinéraires. On produit, je veux dire, on pense, on crée les itinéraires de A à Z. On vous en parle et ensuite, on voyage, on les teste, on va sur le terrain, on les guide aussi, ce qui fait que, c'est ça, on a une belle gang, au bureau et sans oublier évidemment, les guides, qui ne travaillent pas nécessairement à temps plein au bureau, mais qui gravitent un peu, autour de Caravanier et qui guident, pour certains occasionnellement, pour d'autres très, régulièrement, la plupart de nos voyages. Donc voilà, j'ai oublié de mentionner Caravanier a 25-26 ans cette année. Donc ça a été fondé en 98, donc déjà 26 ans. Alors voilà, pour un petit mot, de façon générale sur l'équipe. Présentation, attendez, voilà. Donc comme vous le savez, voyager, et agir, donc le slogan de Caravanier, voyager, parce que c'est l'essence même de ce qu'on fait, c'est vous faire voyager, c'est créer des voyages. Puis comme je le mentionnais, c'est super important. En fait, on aimerait que vous puissiez choisir Caravanier pour nos valeurs, pour ce qu'on fait, pour la façon dont on le fait. Pour nous, c'est important la façon dont on crée nos voyages, dont on produit les voyages, parce que tout est tout le temps réfléchi. Je veux dire, même un itinéraire qu'on peut proposer depuis, tant d'années, on va toujours essayer d'y repenser, puis de s'assurer qu'il fit toujours dans nos valeurs et dans ce qu'on veut faire et la façon dont on veut le faire, que ce soit en lien avec nos équipes locales. On est vraiment partenaires. Puis c'est vrai que juste avant, là, je vous parlais de l'équipe Caravanier, mais ça, c'est l'équipe au Québec. Mais c'est sans compter, les équipes locales qui sont hyper importantes, qui sont les fondements, les fondations, en fait, aussi de Caravanier. Puis et pour nous, c'est pas juste des prestataires, c'est des partenaires. On travaille vraiment, main dans la main avec tous nos partenaires, pour certains depuis 25 ans, depuis nos tout débuts, puis on travaille encore aujourd'hui avec. Donc nos liens, en tout cas à l'étranger, sont hyper importants. On s'assure toujours que c'est ça, ce soit toujours en accord avec nos valeurs, que ce soit dans les conditions sur place, que ça soit au Kili par nos porteurs, au Népal, n'importe, au Pérou, bref, les salaires, bref, et ensuite en passant par l'itinéraire aussi. Ça passe par justement, des itinéraires, des choix qu'on fait de ne plus passer par tel ou tel chemin parce que justement on trouve que ça devient complètement surfréquenté, on s'y retrouve plus, la touche justement Caravanier n'y est plus, le cœur n'y est plus. Donc on préfère proposer souvent, des vallées alternatives, des chemins beaucoup moins fréquentés, peut-être plus complexes. Peut-être qu'on se casse un peu la tête parfois, mais finalement sur le terrain, ça vaut la peine parce que autant les guides prennent du plaisir que les voyageurs. Donc c'est, voilà, l'essence même de la façon dont on crée nos voyages et dont on les pense. Et le volet agir, passe, essentiellement, c'est sûr qu'on est très conscient là dans le domaine du tourisme, puis surtout par la nature de ce qu'on fait, d'avoir un impact sur l'environnement, c'est évident, mais en tout cas, on essaye d'être le plus responsable possible, de conscientiser le plus possible aussi nos voyageurs, nos équipes locales, nos guides. En tout cas, on essaye vraiment d'être le plus respectueux possible quand on voyage. Donc en choisissant Caravanier, vous faites votre part aussi parce que, dans chacun de nos voyages, la compensation, carbone est incluse et ça depuis, 2010. Donc on compense le crédit carbone, de tous nos voyages. Depuis 2018 également, on et puis planétaire, donc on compense le crédit carbone par planétaire. Planétaire, tout l'argent qui est ramassé
va vraiment dans des projets, souvent plus sociaux à travers le monde. Donc c'est plus des projets internationaux, qu'on retrouve, que ce soit des fours, solaires, en Afrique. En ce moment, actuellement, c'est des projets justement qu'on retrouve, en Himalaya. Donc hésitez pas à regarder, sur, en tout cas je on a tout un volet éthique sur notre site qui détaille un petit peu plus aussi ces actions-là, que ce soit sociales, environnementales. Depuis 2018, on, reverse également 1 de notre chiffre d'affaires, 1 de au à l'organisme, 1 pour la planète. Ce qui fait que dans chacun des voyages, il y a également 1 de finalement du chiffre d'affaires du voyage qui est reversé 1 pour la planète. Et là, ça va vraiment dans des actions qui sont environnementales et dans des projets qui sont concentrés au Québec. Donc, l'année passée, pareil, on a eu vraiment beaucoup une belle enveloppe en tout cas à redistribuer sur des projets, ici, dont, la protection des rivières comme la Macpaye, entre autres, mais pas que. Il y a vraiment des projets très, très le fun, mais c'est ce qui en tout cas, ça nous parle beaucoup parce qu'on a aussi des projets justement sur ces rivières-là, donc c'est vraiment, des très, très beaux projets. Alors on est très, très fiers de faire faire partie de cet organisme mondial qui est le 1 pour la planète. Ça va sans dire aussi le principe, Leave no trace, sans trace, qu'on applique, en tout cas qu'on essaye d'appliquer dans la mesure du toujours dans la mesure du possible en ayant la réalité aussi du terrain, mais en tout cas nos guides sont sensibilisés, puis on cherche toujours à sensibiliser aussi nos voyageurs. Donc voilà. Je vois FX qui vient de se joindre à nous. Allô? Hem, Bah, justement, tu tombes bien, j'allais, rapidement présenter les conférenciers de, ce soir. Bah, juste un petit mot rapide, donc François Xavier, ici présent. Je ne sais pas si tu veux te présenter en quelques mots? Ben oui, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir commencé ça. Moi, je suis guide, on peut dire ça, un peu, pas mal à l'étranger en fait, concentré sur les massifs de montagne principalement. Chez Caravanier, j'ai la charge justement des expéditions et des voyages sur les plus belles montagnes de la planète. Et on est, moi et Ophélie, dans l'organisation de tous les treks dans l'Himalaya. Donc voilà. Puis ça fait une vingtaine d'années que je fais ce beau métier et je suis pas encore tanné. C'est bon signe. Voilà. Et moi-même, quelques mots rapides, c'est ça, ça fait aussi quelques années que je travaille pour Caravanier. Je suis en charge principalement de nos destinations en Afrique. Alors vous pourrez m'entendre parler, beaucoup du Maroc, entre autres, la Tanzanie, le Kili et cetera et donc de nos voyages en Himalaya. J'ai la chance aussi d'aller rendre visite à nos équipes locales à travers le monde, puis d'aller, justement voir ce qui se passe, sur ces sentiers-là. Donc, très heureuse de vous parler, puis de me replonger un petit peu, dans les images du Népal, ce soir. Alors, voilà, prochaine diapo. C'est moi qui prends le contrôle, FX, ou tu veux prendre le contrôle de quelque chose? Vas-y. OK, alors c'est à toi. Oui. Donc l'Himalaya, juste le situer. Donc l'Himalaya, c'est une chaîne de montagnes qui est finalement, qui est au cœur de l'Asie, qui a été constituée finalement du choc de plaques tectoniques, celle du continent indien et celle du continent euro-asiatique. C'est un choc, si vous voulez, des titans qui est toujours actif. Donc l'Himalaya continue de croître. Donc on comprend que ça vient vers le sud et que ça percute, si vous voulez, la plaque de l'Asie. Et donc, il y a toute une zone, évidemment, de condensation de ça, des hautes montagnes, qui se fait principalement dans la bande où on a mis l'étoile. Donc, je vous dirais du Sikkim, voire même du Bangladesh, nord de la Thaïlande, jusque dans les pays d'Asie centrale, comme le Tadjikistan puis le Kirghizistan. Donc, c'est vraiment une longue bande où se situent tous les plus hauts sommets de la planète, 49 7000 mètres, 14 8000 mètres. Donc, c'est hallucinant. Et donc, là-dedans, nous, on va se concentrer un petit peu. Python. Ah pardon, Signe de Python. je je t'ai captivée. Attends, OK, attends. Pourquoi ça veut OK, c'est bon. OK. On est des professionnels de conférences, on vous l'avait pas dit aussi dans la Ça fait présentation. 4 ans que c'est virtuel. Donc,
Donc voilà, donc si on se concentre, si vous voulez, on est au centre, vraiment au centre, autant sur l'axe est-ouest que du sud, là. Donc de tout ça, et on comprend que le Népal, finalement, ainsi que le Bhoutan, d'ailleurs, là, sont des pays constitués qu'à peu près dans la bande montagne. Mais, comme je vous ai dit tantôt, là, vu que c'est la plaque de l'Inde, finalement, qui a percuté celle de l'Asie, eh bien, la zone de répercussion se fait sur le Tibet, la Chine, si vous voulez, et les collines, ou le foothill, lui, se trouve finalement dans le sud du Népal. Et on retrouve exactement la même constitution géologique du côté de l'Inde, on peut qualifier de l'Inde, évidemment, à savoir le Ladakh tout en haut, à côté du Jammu et puis du Cachemire. Puis le nouveau voyage qu'on va vous présenter sur du Gange dans l'Uttarakhand. Donc finalement, c'est une continuité de ce qu'on peut imaginer, si certains d'entre vous connaissent bien le Népal ou le connaissent, c'est une continuité tout simplement de cette grande chaîne de l'Himalaya. Donc voilà, si on va faire le Népal, maintenant, on se concentre, nous, dans notre offre qu'on vous présente ce soir, deux régions, l'Est, donc le parc de Sagarmatha, qui est celui de la région de l'Everest, ou si vous voulez, les régions qu'on appelle le Khumbu et le Sulu. Donc, ce sont des régions un peu comme on pourrait avoir des régions ici au Québec, comme la Mauricie et la Naudière. Donc, ils ont ces noms. Puis sinon, ben, on est plus sur le centre du pays, dans la région du Manaslu, les Annapurna. Donc, le trek du Tour des Annapurna, c'est quelque chose qui sonne beaucoup, je pense, à l'oreille des gens. Eh bien, ça, c'est dans le centre, au nord d'une ville qui s'appelle Pokhara. Donc, si vous voulez, notre offre Himalaya, elle se situe principalement sur ces quatre régions-là. Par contre, il y a une particularité géographique ou climatique, c'est-à-dire que le Népal, sa saison d'ascension, ou sa saison de randonnée, pardon, c'est à l'extérieur de la mousson. Donc, si on comprend bien, si on voit bien l'image, là, c'est-à-dire que le footing n'est vraiment pas assez haut, c'est autour de 2000, 2300, 2500 mètres d'altitude. Donc, la masse humide qui vient de l'océan Indien n'est pas stoppée par les montagnes, donc fait en sorte qu'il y a une période de mousson très forte de juin à septembre à peu près. Donc, nous, et l'hiver, c'est l'hiver, il fait froid. Donc, nous, nos périodes de rando, c'est vraiment au printemps puis à l'automne, entre octobre-novembre du côté de l'automne, puis mars-avril du côté du printemps. On a un peu le même phénomène du côté de l'Uttarakhand, mais il y a quelques chaînes de montagnes un petit peu plus élevées qui limitent un peu le phénomène, mais quand même, ça veut dire que la période que nous on va viser, c'est forcément septembre, parce que sinon ça devient rapidement plus froid. Et puis dans le cas du Ladakh, on est vraiment limité parce que l'Himal Pradesh, si vous voulez, vient stopper les masses humides. Donc c'est une région qui a priori reste sec pendant l'été, mais froide au printemps puis à l'automne. Donc la période vraiment meilleure pour faire de la randonnée là-bas, c'est de la fin juin en fait, à mi-septembre à peu près. Attends, Python. ouais, il est pas rapide. J'appuie dessus, mais il passe pas. Attends, je comprends pas pourquoi. Voilà. Donc, Ce petit tout ce que je viens résumé. de dire est là. Merci, Donc, bonsoir. c'est ça. Non, mais si on veut les repérer sur notre site internet, c'est comme vous voyez ici, là. Donc, c'est du côté de l'Inde himalayenne, source du Gange, le nouveau, avec l'étoile. Parce que c'est une étoile filante, donc c'est un concept que je parlerai dans 2 secondes. Le Ladakh, on a situé. Puis les 4 voyages qu'on a au Népal, 3 d'entre eux sont dans la région de l'Everest, incluant le Mera Peak, et l'autre, Manaslu, dans la région des Annapurna. Donc, ce beau petit nouveau voyage. Donc, petite histoire courte de ça. Attends, On a un voyage au Ladakh qui existe. attends. OK. Bon. OK. On a un voyage au Ladakh qui existe depuis à peu près 20 ans. C'est un grand classique chez Caravanier. Il était quand même long comme voyage, vous allez voir, là, autour de 26 jours sur place. C'est un grand trek, c'est un très beau trek, un grand classique chez nous. Puis à un moment donné, avec Ophélie, on s'est dit, il faudrait peut-être penser à quelque chose d'alternatif, viser les extrémités de saison, puisque dans certaines autres régions du Népal, on peut aller sur d'autres saisons que l'été même.
Puis on s'est dit, ah, ça serait cool de faire quelque chose de plus accessible. Puis là, finalement, on est arrivé avec l'idée des sources du Gange. Donc, les sources du Gange, à la base, c'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage hindou. Donc, c'est une immersion dans l'univers hindouiste d'un fleuve qui est super symbolique et mythique, mythologique pour eux. Donc, on s'est dit, vu qu'il y a un pèlerinage, ben, ça serait cool, une espèce d'immersion dans cet univers-là hindouiste au cœur de l'Himalaya. Donc, au cœur des montagnes, ce qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs puisqu'on est dans l'univers bouddhiste. On est parti sur ce principe. Puis en creusant, en regardant, finalement, ben, la portion pèlerinage, ah, ben, c'est cool, mais c'est court. Tu sais. Et puis là, en regardant ça, oh là là, cool, la source du Gange remonte jusqu'à là, parfait. Et là, le Gange n'a pas qu'un affluent, n'a pas qu'une source, on en a un autre vers l'est. Oh là là, c'est sympathique ça, c'est deux sources du Gange. Ah ben, ça serait cool des relier. Python. Donc, voilà. Tu sais, je punch mieux, là, mais bon, là, c'est un petit peu plus lent. Ok, Fait que, excuse. ah, ben, fait Non, mais que, attends. ok, reste sur Ok. celle-là, reste sur celle-là. Ok, Laquelle? donc, celle-là. Ok, celle-là. Désolée. Bon, ok. Donc, changer les esprits vifs. Alors, vous voyez pas peut-être le point bleu là, sur la carte, ça c'est Gangotri. Gangotri, c'est le lieu justement où un lieu important où il y a des grands temples. C'est souvent là où commence, pour certains, le pèlerinage. Des fois, c'est un petit peu plus en amont. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à sur le glacier Gangotri à Kumuk, donc qui est vraiment la source même. Là. Il y a un monastère à côté, c'est au pied de grandes montagnes, donc oui, on est dans la région où on voit une espèce de V de glacier, là, entre le Gangotri Glacier puis le Chaturangi Glacier. Et là, quand on regarde un petit peu plus loin, ben c'est là qu'on voit le lien possible avec l'autre affluent qui est plus loin là-bas, jusqu'à Badrinath finalement, et c'est 12 jours de trek, si vous voulez, en Gangotri, puis l'autre région, l'autre vallée. Pour s'y faire, par contre, il faut passer par un col. Piton par en arrière, s'il vous plaît. Yes. Donc, le col de Kalindi, 5960. OK, donc c'est pour ça que vous allez voir le concept étoile filante dans quelques minutes. Donc, ça passe. C'est un trek qui est répertorié sur certains sites internet, certains récits d'aventure. On s'est dit, ça se fait, c'est testé, on y va. Donc, il y a toujours eu cette fibre-là chez Caravanier de l'aventure avec ouais, sans galvauder le nom, je vous dirais. L'aventure avec un grand A. Donc, passage du col, en fait, qui implique 3 jours à peu près là, de marche, non technique, mais de marche sur glacier, avec un passage à 5960. Le tout se fait évidemment en itinérance avec campement, cuistot, porteur, etc. Donc, c'est l'idée de relier ces deux grands affluents. Je trouvais que géographiquement, ça sonnait fort, symboliquement, ça sonnait fort. Donc, voilà le concept. Ça va ma première image. Donc, le concept d'étoile filante, finalement, ben, c'est celui-ci. Chez Caravanier, c'était bon, il y a plusieurs sens à étoile filante chez Caravanier, mais vraiment le symbole de ça passe une fois, on fait un vœu, puis après ça, ça disparaît, ben, c'est à peu près ça. Donc, le vœu, c'est d'y participer, mais un petit peu cheesy à 19h15. Mais donc, c'est ça, et ça passe, et puis certainement, ça reviendra plus. Ou presque. Donc, c'est un peu le principe. C'est aussi pour nous des voyages qui sont de la pure création, qui n'a pas d'équivalent à peu près dans l'industrie globale, je vous dirais, et qui nous font grandement plaisir à penser qu'on pourrait faire ça. Donc, en gros, tu sais, il y a certains constructeurs automobiles qui font des chars de rêve, ben nous, c'est un voyage de rêve. Donc, c'est ça exactement. Si je reviens en image, donc, arrivé, on s'est dit, bon, parfait, on arrive à Delhi, aller-retour, le vol international, c'est ça. On va se poser à Haridwar. Donc, pour ceux qui ont peut-être voyagé en Inde ou qui connaissent l'Inde, il y a plusieurs, évidemment. L'univers
hindouiste, il est super puissant et super présent. Il y a des sites très connus de ça, comme Varanasi ou autres, qui sont des lieux de cérémonie. Donc, on voulait absolument garder cet esprit-là, sans non plus aller dans ces sites-là qui sont plus à caractère touristique ou aventure culturelle. Alors, Haridwar collait parfait à ça. On est situé au nord de Delhi. Et un petit peu plus loin, on a aussi Rishikesh. Donc, Haridwar et Rishikesh seront les villes de début et de fin de trek où là, on va approfondir la culture hindouiste, approfondir tout ce qui tourne autour, pas trop vite, tout ce qui tourne autour en termes de rites, en termes aussi de tradition, comme le yoga, puisque Rishikesh est vraiment reconnu pour ses ashrams, donc ses lieux de méditation, yoga, pause, détente, etc. Connu entre autres par les Beatles comme Mr. George Harrison dans les années 60. Là. C'est à Rishikesh qui est allé, puis c'est là que ça a pas mal été connu. Aujourd'hui, c'est très développé, mais ça reste qu'il y a encore cet âme-là. Le pèlerinage maintenant, donc vous voyez, c'est vraiment immersion dans l'univers hindou, mais dans le contexte de l'Himalaya. Le pèlerinage, donc, va ramener plein de pèlerins hindouistes de partout, de l'Inde principalement, mais même des pays voisins. Et donc, c'est d'abord se rendre à Gangotri. Donc, par cette vallée qui est située quasiment à la frontière du Tibet, où là, tranquillement, on va passer d'un environnement, si vous voulez, verdoyant, des altitudes autour de 2800-3500 mètres environ, et tranquillement, les grands sommets de l'Himalaya vont se dévoiler à nous. D'autres aventures, on l'a dit, là, donc c'est pas super développé cette région-là, passer Gangotri, donc plusieurs petites infrastructures sommaires comme ça, pour se rendre au fameux glacier de Gomukh. Donc, c'est un glacier qui se veut comme étant la source du Gange. Donc, c'est là que se passe tout le symbole de tout ça. Et autour, au-delà de la source elle-même, c'est-à-dire la source géographique, ben, il y a aussi ces grands sommets-là qui sont très mythiques, qui sont vénérés même, comme le Shivling et le mont Meru. Donc, pour moi, alpiniste, triper une montagne, c'est sûr que ces deux montagnes-là, c'est quelque chose à voir une fois dans ma vie. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a constitué le trek comme ça. C'était l'idée d'aller les voir, d'aller au pied, et après ça, continuer dans cet environnement-là. La tente ici symbolise le fait que oui, c'est de l'itinérance en camping, donc c'est des campements. Donc, ceux qui ont déjà fait des voyages au Népal avec nous, qui vont voir bientôt comment ça se passe, c'est exactement la même formule avec des porteurs cuisiniers, tente-messe, guide local de montagne, puis guide chez nous pour assurer l'encadrement, le leadership, la sécurité. Voilà, donc en image un peu à quoi ça peut ressembler à partir du col, et puis après ça redescendre à Badrinath, donc Ah, autre ouais. temple. Ça c'est Kedarnath là, mais c'est pas grave. Ça donne un peu. J'ai mal au cœur. Donc, donc, donc Kedarnath, Badrinath, c'est deux sites importants aussi. Donc, nous, on va plutôt à Badrinath, mais ça peut à ce que ça peut ressembler. Donc, il y a des temples, il s'est vénéré, il y a des cérémonies, tout ça. Donc, c'est ce qu'on va vivre au début, puis à la fin de notre trek. Puis tranquillement, après ça, on revient vers notre lieu de départ qui est Rishikesh, finalement. Donc voilà, j'ai mis une photo de camion, là. Ouais. J'aime ça, les camions indiens. Donc, l'univers sonore, l'univers complètement explosé de l'Inde, ça fait partie du voyage. On va le voir plutôt dans les zones urbaines, là, au tout début puis à la fin du voyage, mais ça, je trouve que c'est un must. Et voilà, donc le voyage, c'est 21 jours, me trompe-je, autour de. Ouais. Ça se passe le 6 septembre et c'est une première étoile filante pour nous cette année. Déjà une inscription. Donc voilà, je laisse entre les mains d'Ophélie pour la suite. Ouais. Donc là, on reste toujours en Inde, mais on change complètement d'ambiance, direction le Ladakh. Alors, j'ai mis une petite carte ici pour situer un peu. Donc, on arrive dans le voyage au Ladakh, on va arriver à Delhi également, puis ensuite, on va prendre un petit vol interne qui va nous amener à Leh. Leh, donc, qui est la capitale du Ladakh. On trouve vraiment qu'ici, dans la région du Jammu-Cachemire, qui est vraiment au nord, donc à l'extrême nord du Ladakh, et qui est en fait le prolongement du Tibet, définitivement.
Le Ladakh, puis dans ce voyage-là, en fait, on va vraiment faire deux régions d'Inde, finalement. On va vraiment arriver, par principalement le Ladakh et on termine dans l'Himachal Pradesh. On voit, rapidement là une idée de l'itinéraire. En fait, c'est pas exactement tous ces points-là, mais en tout cas, quand même, ça donne une bonne idée. Donc on arrive à aller en avion. En sachant que, la ville de Leh est à 3 500 mètres d'altitude. Donc les premières journées là, c'est sûr qu'on prend ça relax. C'est quand même très haut d'arriver tout de suite à ces altitudes-là, donc les premières journées sont vraiment là pour s'acclimater tranquillement. On va aller dans la vallée de l'Indus, l'Indus étant, un fleuve très important qui sillonne en fait un peu les paysages, indo-pakistanais, sur plus de 3 000 kilomètres. Donc c'est vraiment un fleuve d'importance dans la région. Il prend sa source sur les hauteurs du plateau, puis il va vraiment, traverser complètement donc l'Inde, le Pakistan du nord au sud et il se jette dans la mer d'Arabie. Donc c'est un fleuve d'importance et on retrouve tout autour de ce fleuve-là, finalement toute une, ribambelle de monastères qu'on peut aller, visiter justement donc les premiers jours pour s'acclimater vont être définitivement avec un accent, très culturel, parce que c'est aussi, une des régions, en fait, la seule région de l'Inde, qui est, de religion bouddhiste. Donc avec, c'est ça, donc bouddhisme tibétain, pour cette région de l'Inde, au Ladakh. Donc vraiment l'accent est mis, là-dessus et donc quand on voit ici, là, donc toute la région de Leh, les monastères se situent ici et ensuite on va vraiment descendre vers le sud. Donc c'est vraiment une traversée, nord-sud en direction, du lac Somoriri. Il y a donc un col, le col de Parangla, donc dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans l'itinéraire, qui est notre point le plus haut, pour terminer donc dans la région, la vallée du Spiti, dans l'autre région dont je vous parlais, la Himachal Pradesh et on termine à Manali, donc pour notre voyage. Voilà, pour vous situer un petit peu le fameux lac Tsomoriri qu'on voit, qui est quand même assez, grand, d'importance, qu'on va longer une bonne partie, du trek aussi. Alors, donc, comme je le disais, arrivé à Leh, donc à 3 500 mètres, je ne sais pas si je fais juste un petit, rapidement voir s'il n'y avait pas de questions, mais non, on était bon, parfait. Donc, arrivé à Leh, 3 500 mètres, donc là, on vous accueille, petite auberge très sympathique, pour, passer ces premières journées-là. Déjà, comme je le disais, c'est le Ladakh étant une région, très haute, je veux dire, avec des conditions quand même assez, difficiles, en lien avec l'altitude et cetera. Bon, ce qui fait que c'est une des régions d'Inde les moins fréquentées aussi. Donc on est vraiment dans une ambiance, complètement différente. Hem, le le Ladakh est protégé aussi par la chaîne himalayenne comme FX le mentionnait au début de la conférence. Là, c'est ce qui fait que c'est aussi une région propice, pour y voyager l'été. On est protégé de la mousson, donc en plein été, donc en juillet, août sont vraiment les meilleurs mois pour aller, au Ladakh. Donc pour ceux qui veulent aller en Himalaya, mais qui peuvent pas se libérer autant de temps au printemps et à l'automne, définitivement le Ladakh, ça serait, la destination idéale parce que c'est vraiment une introduction aussi. On est vraiment aux portes d'entrée là de l'Himalaya et c'est vraiment une continuité, un prolongement du Tibet. Sachant qu'au Tibet, avec la répression chinoise, il y a énormément de monastères qui ont été détruits, alors que Ladakh, ça a été complètement préservé. Donc, il y a encore vraiment des très, très beaux trésors qu'on retrouve au Ladakh, en lien avec cette culture, justement tibétaine. Donc vraiment, c'est souvent appelé aussi le Petit Tibet pour cette raison, parce que c'est simplement un prolongement du Tibet. Donc on retrouve vraiment cette ambiance-là. Donc les premières journées, comme je disais, on va vraiment aller, se balader dans la vallée de l'Indus. Plusieurs, beaux monastères, à prévoir. Si on est chanceux, comme c'est le cas cette année, on a un départ là, fin juin, début juillet, fin juin, le 29 juin. Il reste encore de la place pour ceux qui seraient intéressés à un voyage cette année. Mais bref, tout ça pour dire que quand ça tombe, puis on essaie quand même toujours de programmer nos dates, pour que ça fitte avec des festivals parce que c'est vraiment quelque chose culturellement d'hyper intéressant, très riche aussi, donc pour vraiment avoir ce regard-là aussi sur les traditions. Il y a beaucoup de festivals à longueur d'année, que ça soit en été comme en hiver. Les hivers sont longs et assez rigoureux, mais même à ça, ça ne les empêche pas d'avoir de très beaux festivals, toujours très colorés. Donc là, on est la preuve et donc cette année, même chose, on va arriver en plein, dans un festival aussi, très important dans la région. Donc ça va être notre belle introduction, en tout cas au Ladakh. Mais bon, si on n'a pas de festival,
pas bien grave non plus. On a toujours des belles occasions aussi pour comprendre la culture, tibétaine et je veux dire, là, en tout cas, le bouddhisme tibétain en passant justement par des cérémonies, par lesquelles dans lesquelles on peut assister. On a la chance d'assister à plusieurs pujas, donc des cérémonies pendant ce voyage. Alors, voilà, ça en fait partie, exactement, ce genre de belle ambiance qu'on retrouve. Après, quelques jours d'acclimatation, départ pour le trek. Donc là, c'est parti. C'est quand même un long voyage. C'est quand même un long trek de longue haleine, à peu près 17 jours de marche consécutifs. Mais on est vraiment dans une ambiance complètement différente du Népal. Donc même pour ceux qui ont déjà été au Népal, qui adorent l'Himalaya, aller au Ladakh, bah, c'est vraiment, vraiment très différent. Parce qu'au Népal, les vallées sont beaucoup plus encaissées, alors qu'au Ladakh, les vallées sont beaucoup plus larges. On est sur un désert d'altitude, c'est beaucoup plus aride, plus austère peut-être un peu comme paysage, mais en même temps, ça peut être très varié. Donc c'est ça, c'est vraiment des grandes vallées. On a l'impression vraiment d'être en totale liberté. Parfois, il y a pas nécessairement toujours des sentiers bien tracés non plus, mais il y a rien de technique sur ce voyage, ce qui en fait quand même un voyage relativement accessible. C'est sûr que c'est quand même un voyage de longue haleine, 17 jours de marche. On est aussi toujours en altitude entre 4 000 et 5 000 mètres et plus sur ce voyage, ce qui rend le tout quand même très exigeant. Mais c'est ça, ça reste que c'est tout à fait accessible pour toute personne bien entraînée, en forme, je veux dire avec une bonne endurance. Il y a rien de technique, sur ce volet. On va passer à un glacier dont je vais vous parler plus tard, mais encore une fois, un glacier non technique, donc tout à fait, accessible. Au niveau de la logistique, on est accompagné, par des, chevaux pour toute la logistique du voyage. Donc, ce qui s bah, c'est ça, c'est la présentation de notre équipe locale. Donc évidemment, vous êtes accompagné par un guide caravanier, guide, local également, bien sûr à destination, plus, peut être, cuisinier et cetera, puis toutes, les horsemen, qui s'occupent de la logistique. Du camping, toute la durée du trek, on va passer parfois par quelques petits villages, mais ça reste que notre point de chute sera toujours en campement, ce qui nous laisse une totale liberté aussi dans le trek, vraiment des grands espaces. Comme je le disais, donc on est vraiment sur des plateaux. On débute en fait sur le plateau de, Changteng, qui est un plateau tibétain où vivent encore, plusieurs, semi-nomades, les peuples, les Shangpa en fait, qui vivent, un peu encore de pastoralisme et entre autres, grâce à la laine de pashmina qui est, en tout cas qui est produite dans cette région-là. Ce qui fait qu'on peut aussi croiser, des nomades, semi-nomades, sur les chemins qui sont encore, vraiment, traversés par ces peuples-là. On est entouré de beaux sommets de 6 000 mètres et plus, entre 6 000 et 7 000, tout au long de l'itinéraire, ce qui fait que quand même on a des belles, des beaux points de vue comme on le voit là. Ce qui nous en tout cas quand la météo le permet, c'est sûr qu'on profite, on profite de l'extérieur le plus possible. Un petit mot sur la météo justement, parce que même l'été, même si on est entre 4 000 et 5 000, il fait quand même relativement chaud au Ladakh l'été. On n'est pas à l'abri d'avoir des températures entre 25-30 degrés le jour, quand on est justement sur ces plateaux-là, entre juillet et août. La nuit, il fait rarement, en général, c'est plus entre 0 5 degrés. Il peut faire dans le négatif, mais rarement en deçà de, -5. Donc c'est quand même assez confortable, au niveau des températures là, en ayant, un bon équipement, je veux dire, c'est très, très confortable comme trek. Hem Donc on voit vraiment là le type de géologie qu'on retrouve là, comme avec les petites cheminées de fées, qu'on retrouve ici. C'est, vraiment des grandes, grandes vallées, on croise quelques villages. Là, c'est le 1er un des premiers villages qu'on peut croiser après 5 jours de marche. On a comme 2 lacs qui sont, sur notre itinéraire. Il y a le Tsokar, ce sont des lacs salés qui justement étaient encore jusqu'à il y a quelques années, source justement, en tout cas pour aller, récolter le sel qui était ensuite revendu, lors des caravanes, comme bien, très précieux, en tout cas par les nomades, que ce soit en passant par le Népal, le Tibet et cetera. Donc on travers on vraiment on longe, ces lacs-là. C'est vraiment magnifique. On a plusieurs passages de rivière. En fait, je dirais que la rivière, on les suit pas mal tout au long de l'itinéraire. Donc il y a quelques passages de rivière à prévoir, des petites sandales d'eau à mettre dans votre sac à dos. Rien de, je veux dire, rien de majeur, rien de trop méchant là-dedans. On n'est pas dans des passages techniques non plus de rivière. Puis si jamais on a, je veux dire, une rivière,
En crue, qui nous permettent pas de traverser, bon, bah, c'est pas bien grave. On peut très bien ajuster l'itinéraire en sens. À ce moment-là, on va dormir au pied de la rivière, puis le lendemain matin, on sera certainement en mesure de la traverser avec un débit beaucoup moins, élevé. Donc c'est ça, à prévoir, mais comme on le voit là, c'est pas, rien de bien, bien méchant. Hem, quoi d'autre? Alors, bah, exemple, c'est ça. Donc au fur et à mesure du trek, on va vraiment, longer, traverser toutes ces vallées-là, ces grands espaces pour enfin arriver au lac, au fameux lac Tsommoriri qu'on voit ici, qui est absolument magnifique, d'un bleu, azur, qui fait à peu près 40 kilomètres de long, qui est un lac salé également et en tout cas, il y a une belle, de belles histoires à raconter autour de ce lac-là. Alors, qu'on va longer, tranquillement. Comme je le disais, sentiers relativement faciles et assez variés jusqu'à rejoindre finalement un peu notre point, ultime, du voyage qui est le col de Parangla, qu'on voit en fait ici, sur les photos au loin avec le glacier qu'il va falloir, traverser. Parce qu'on va vraiment passer donc de l'autre côté du col, le col étant à 5 600 mètres, à peu près d'altitude. Le glacier étant un glacier, sec, il y a rien de je veux dire, il y a rien de technique. On n'a même pas quasiment pas besoin, en tout cas, de crampons. On les prend au cas où, mais il y a pas besoin de piolet ou d'encordement ou quoi que ce soit. C'est vraiment très, très, très accessible en sachant que les chevaux passent aussi sur ce glacier-là. Donc en général, quand les chevaux passent, on passe sans aucun problème. Donc voilà, à prévoir, ça va être vraiment notre journée certainement la plus exigeante, certainement c'est la journée la plus exigeante de notre voyage. En général, comptez entre, 8 et 10 heures de marche cette journée-là, mais elle en vaut vraiment la peine parce qu'en termes de variété, on passe de cette vallée-là, grande vallée un peu verdoyante, aride à certains, aride, verdoyante, quelques pâturages, on arrive, bam, glacier et de l'autre côté, on descend et là on arrive dans une sorte de canyon, une vallée complètement encaissée, un canyon, qui ressemble quasiment au Grand Canyon là en termes de paysage. Heu, Très aride aussi, là, on change complètement d'ambiance, pour terminer, je pense j'ai pas de photos malheureusement, mais pour terminer dans un autre paysage encore très, très contrasté, très différent dans des, formes de pâturage. Donc, c'est vraiment, une très, très, très belle journée en soi, exigeante mais très belle, alors, qui vaut toute la peine. Donc voilà pour le Ladakh, pour vous donner, une bonne idée. On termine dans la vallée du Spiti, qui est, une autre vallée. Puis là, on change de région. On n'est plus dans la vallée dans le Ladakh, dans le Jammu-Cachemire, on va dans l'Himachal Pradesh, puis c'est là qu'on termine finalement. Et là ah mince, c'est ça, je pense que ces 2 dernières photos n'ont pas fonctionné, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vais vous le décrire plutôt que de vous le montrer. Mais donc on termine à Manali et ensuite on a une longue route qui nous attend pour retourner à Delhi parce que, comme au début on prenait un vol interne qui nous amenait à aller, au retour ça va être par la route. Donc une belle journée de route qui nous attend. Faut, garder en tête que ce sont des routes, à l'indienne, de montagne, avec possiblement des petites tresses de mousson en plein été, peut être, en tout cas très aventureuse aussi cette journée-là, mais fait partie aussi de tout le folklore qu'on peut retrouver. Alors voilà. Sachant que, je veux dire avant ou après votre voyage, si vous avez le goût, c'est super facile de s'organiser aussi une petite extension pour aller voir, des grands points d'intérêt tels que Agra, Jaipur, le Taj Mahal et cetera. Il y a le triangle d'or là qu'on peut se faire, très facilement au départ de Delhi. Donc ça peut être un beau, 4-5 jours à prévoir avant ou après votre voyage et très complémentaire et bien différent de ce que vous auriez pu voir, au Ladakh. Alors, voilà, pour terminer la présentation, Ladakh. Est-ce qu'il y avait des questions? Je fais juste un petit regard. Non, Non. Népal? on s'en va au Népal. Parfait. Python? Un peu Python. distant. Oh là là, ok. Je suis assez jazzé en fonction de ne pas voir les photos. Donc, bon, pour vous dire, le Népal chez Caravanier, ça remonte au premier jour, première année. 98, fin 98, 99 autour. À l'époque, c'est Richard Rémy qui avait
été en contact avec. Ici, on voit Babou Chiri, Sherpa, il y avait dans la famille aussi Babou. Donc des gens qui ont commencé un lien, si vous voulez, avec Caravani à cette époque-là. Babou Chiri a marqué l'histoire de Caravani aussi, marqué, je vous dirais, l'histoire de l'Himalaya, de l'himalayisme, puisqu'il a été reconnu en 2001 pour avoir fait la première nuitée 24 heures en fait au sommet de l'Everest. Donc ça a été une personnalité qui a fait démarquer le peuple Sherpa. Et je vous dirais que dans cet esprit-là, euh, si je peux dire, de mettre le peuple Sherpa sous un piédestal important chez nous, c'est quelque chose qui a marqué autant leur histoire à eux que l'entreprise. Donc, piton, piton. Ouais, il est long, le temps que Ouh ça là reste. là, ok, parfait. Ok, je pensais qu'il y avait quelque chose qui suivait. Mais bon. Donc c'est ça, on parle de 2001 autour. À l'époque, ces gens-là étaient venus à Montréal. Donc, c'était le début, si vous voulez, des grandes caravanes dans l'Himalaya népalaise. Et ça a beaucoup marqué toute cette première décennie des années 2000. Donc, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on collabore avec ces gens-là. Je vous dirais même 25 ans. Et puis c'est toujours la même équipe, ou les descendants, si vous voulez, ou la famille directe de Babouchiri, puisqu'il est décédé un petit peu dans un accident quelques mois après son exploit sur l'Everest. Maintenant, aujourd'hui, il y a une fondation, Babouchiri Sherpa, une fondation qui est intimement reliée à celle de Caravanier pour tout le développement des écoles, des lieux de salles communes, si vous voulez, dans la région ce que nous on appelle le pays Sherpa, mais qui est en fait la région du Sulu, ou plus précisément celle de Taksindu. Donc, ce lien-là, il va au-delà, si vous voulez, de nos voyages. Il va vraiment dans notre implication directe dans cette communauté. Après le tremblement de terre de 2015, entre autres, Caravani a fait aussi beaucoup d'initiatives de levée de fonds, de dons d'argent pour justement reconstruire euh, des bâtiments importants dans la région, puis soutenir les populations locales. Puis ça a toujours un peu, si vous voulez, resté dans l'esprit fondamental de notre vision du voyage. On ne fait pas juste que visiter, on essaie le plus possible aussi de s'impliquer. C'est le volet agir du voyager et agir. Donc voilà pour la petite histoire. Donc tout ça, évidemment, plein de guides qui ont fait, qui ont marqué, si vous voulez, les sentiers du Népal, autant local que de chez nous. Alors, on a un petit échantillonnage ici dans l'écran, mais bon, s'il y a toute une grande équipe, toute une longue histoire en arrière, c'est quand même beau pour ça, je vous dirais de faire partie de cette équipe-là. Imaginez 25 ans quand même sur les sentiers, c'est quand même une expertise qui est rendue moins banale, je vous dirais. On continue, donc on cible un peu nos treks. Deux, trois même dans la région de l'Est. D'abord dans la région de l'Everest, ce que nous on appelle le pays Sherpa, donc la région du Sulu. C'est un peu en réponse, si vous voulez, plus accessible à un trek très connu chez nous, qui est celui qui se nomme l'Everest par la vallée de Tamé, donc qui est plutôt dans la région du Khumbu. Mais ces deux-là ont un tronc commun, si vous voulez. Cette région-là, obligatoire, puisqu'on va passer par le pays Sherpa pour aller dans la région du Khumbu. Donc le pays Sherpa, si vous voulez, il est plus court, c'est un trek moins long de 12 jours. Il est moins en altitude aussi, plus confortable au niveau de pas de l'hébergement tant que ça, parce qu'on est en camping, mais plus confortable au niveau des nuitées, puisqu'on est en altitude plus basse. Le trek de la vallée de l'Everest, c'est un trek plus long, plus engageant, un grand col, de longs séjours au-delà de 4000 mètres, 4500 mètres. Donc, c'est vraiment notre, si vous voulez, notre niveau le plus intense qu'on a dans cette région-là, sans faire de l'alpinisme nécessairement, puisque pour justement goûter à la hauteur, aux hauteurs et à l'altitude et au sommet, ben on a le Mérope qui est vraiment notre voyage d'introduction à l'alpinisme de haute altitude, puisque c'est un sommet de 6476 mètres. On va à l'ouest, Ah donc mince, attends. Oh, pardon. C'est bon. non, j'allais dire on va à l'ouest sur la Ok. carte. Donc Tour du Manaslu, donc ça c'est un autre grand trek qu'on fait depuis 2002. Donc 2002 là, c'était l'ouverture de la région au niveau touristique. Les premiers permis se sont donnés cette année-là. Bon, ça fait maintenant 20 quelques années, là, mais ça reste qu'en 20 ans, la région a quand même son esprit, son essence autarcique. Donc, beaucoup de populations qui vivent là de manière autonome.
Et ça, c'est une autre particularité de ça. C'est moins un trek où on est dans des constructions d'hébergement qui sont faites pour les randonneurs étrangers. C'est vraiment des villages vivants, des villages autonomes, des villages qui sont là pour vivre, tout simplement, donc pour exister. Donc, c'est une particularité. C'est un trek aussi qui est moins en altitude, puisqu'il va commencer à 650 mètres et culminer à 5125-ish, mais qui, globalement, est plus autour de 3000 mètres. Donc, c'est un trek plus long. Il est long, ce trek, mais il est moins haut en altitude, donc moins engageant à ce niveau. Et tous les voyages ont un tronc commun, si vous voulez, à Katmandou puis à Bhaktapur. Et c'est là qu'on embarque sur quelques images de Katmandou et Bhaktapur. Une slide là-dessus. Donc, l'idée de nos voyages, globalement, ce qu'on aime beaucoup, et ça, c'est le tronc commun, je vous dirais, à peu près tous les circuits sur notre site, tout ce qu'on offre, c'est dès le début du voyage, vous plonger, oh, coucou, vous plongez en immersion dans les lieux, ok? Ah, moins de poils blancs à l'époque, ça c'était l'année passée. Euh, donc, c'était pour nous mettre un petit peu de crédibilité. Donc, voilà, donc c'est vraiment en immersion. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que tout de suite, on vous plonge dans soit l'environnement, la nature, ok, dès la nuit 1, ou l'environnement culturel, si vous voulez. Donc, Bhaktapur s'apprête parfait à cette formule. Bhaktapur, c'est une cité ancienne qui a été construite, bon, ça remonte à plusieurs siècles, mais principalement autour du 14e, 15e siècle. L'architecture, le mode de vie a quand même persisté depuis. C'est une ville qui est reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est, si vous voulez, fermée dans une enceinte, limitée à la circulation de voitures, et c'est le lieu parfait pour entrer dans l'univers Newari, qui sont les gens qui habitent la vallée de Katmandou. Donc, si on veut imaginer le Népal urbain comme il pouvait être il y a 100, 200 ans, eh bien, Bhaktapur, c'est parfait pour ça. Donc, immersion là-dedans. On marche, on se balade, on fait des découvertes. On va voir les grands temples, les places centrales, marcher dans les petites rues, voir les temples à pagode. Donc, ça aussi, c'est un type d'architecture qui a été pas mal initié dans la région du Népal. C'est l'univers beaucoup bouddhiste, mais aussi hindouiste. Donc, les deux grandes religions se confrontent. Il y a beaucoup de rites et de cérémonies aussi auxquelles on peut assister d'une certaine manière, avec un regard très respectueux. Entre autres ici, à Pashupatnat. Paulin, Paulin. Donc, excusez. Bon, ok, je me concentre. Donc, ok, Pashupatnat, donc je disais, qui est un lieu de cérémonie super important pour les hindous. C'est un lieu en l'honneur de Shiva. C'est là que tantôt on voyait les sadhus en compagnie de FX Blue. Donc c'est là où il y a des crémations. La rivière Bagmati, qui est ici, est aussi un affluent du Gange pour faire un parallèle avec ce que je disais tout à l'heure. Nous, on est des fois un peu gênés par rapport à ça. On essaie de pas trop avoir un regard voyeur. On essaie plutôt de saisir les enjeux, de saisir une autre réalité du monde. Donc, ça va être à chacun des guides de vous composer un peu son séjour vallée de Katmandou, que ce soit à Bhaktapur ou que ce soit dans le vieux Katmandou ou plus tard à Patan ou autre. Donc, vraiment, on pourrait passer des semaines là-bas. Mais nous, c'est donc se poser sur quelques endroits importants, saisir vraiment les deux grandes religions, ça c'est super important, essayer de vous donner la base de ces rites, de ces références, de ces noms de Dieu. Mais ouf, c'est quand même très chargé, mais c'est un peu notre mission, puisqu'après ça qu'on va rentrer en trek, on va revoir des références à ça. Ça va être quand même super important. Polé. Donc ici, Swayambunat, le temple de Swayambunat, je conclue peut-être avec ça pour la vallée de Katmandou. Donc les grandes stupas sont des représentations de l'univers bouddhiste lamaïste, avec ce dôme qui représente l'univers, mais en même temps qui réfère au ventre de la mer. Ces étapes qu'on voit par des ronds, si vous voulez, 14 niveaux pour aller vers le nirvana. Donc c'est des lieux qui sont super importants, puis qu'on va voir à petite échelle pendant le trek. Et c'est des lieux qui sont très convoités ou visités par les Népalais pour une perspective de pèlerinage, perspective
simplement religieux ou tout simplement de lieux publics où on va se détendre et exprimer la réalité plutôt moderne de ce pays qui aussi entre dans la modernité comme partout ailleurs dans le monde. Donc, c'était les petites photos clichés que j'avais juste avant où la mode, l'Instagram et autres habitent aussi la population népalaise. Et vu que nous, quand on voyage avec mes groupes, on a toujours un petit regard moqueur, et ben, on essayait de faire pareil avec certains voyageurs. Bref, donc c'est l'univers qu'on va donner avant, après chacun de nos treks, composé évidemment librement par nos guides. Donc, mais c'est à peu près les grandes lignes. Pause. Donc, maintenant, on s'en va vers l'est, le peuple Sherpa. Le peuple Sherpa va faire partie intégrale de tous les voyages qu'on fait au Népal. Je vous raconte un peu l'histoire avant. Il y a ce lien-là avec l'équipe locale qui remonte vraiment à longtemps. Et le peuple Sherpa, sa particularité, bon, ça le dit un peu dans le nom. Donc, Sherpa veut dire en langue tibétaine, si vous voulez, peuple de l'Est. Donc, c'est une ethnie parmi les 109 ethnies qu'on retrouve dans le pays. Le pays qui est tout petit, là, qui fait à peu près 850 km de large par 250, si vous voulez, d'épais. Donc, donc, le peuple Sherpa, il est principalement dans la région de l'Est. Hein, ça le dit le nom. Et ces deux régions, le Khumbu et le Sulu. Donc, on les reconnaît par leur habitude, si vous voulez, ancestrale, ben pas si lointaine, peut-être 80 ans en arrière, d'accompagner les randonneurs, les expéditions sur les hauts sommets, d'être porteurs hein, sur ces expéditions-là, donc de permettre, si vous voulez, par un mode de vie ancestral, de découvrir leur environnement. Donc, ça va faire partie, toutes nos équipes sont composées, ou tous nos voyages sont composés de sirdar. Donc, sirdar, on va le voir tantôt, Tendi, son nom, et de porteurs. Donc, un sirdar, en gros, c'est le chef, si vous voulez, de la caravane locale. On a des porteurs avec différentes petites hiérarchies et des assistants qui assurent le service quotidien, soit de la nourriture, du thé à la tente, etc. Voici le fameux Tendi qui a fait plusieurs voyages avec, entre autres avec Richard, là, c'était vraiment une espèce de duo magique. Mais qui maintenant ben, fait l'équipe avec n'importe qui. Namniel fait aussi des grands treks, mais beaucoup les montagnes. Donc, c'est un Sherpa d'altitude reconnu. Plusieurs fois l'Everest, c'est autour de 30 fois le Méropic. Donc, c'est notre guide pour le Méropic. Mais ça reste la même chose. C'est un sirdar. Ils sont toujours dans le service, service, service. Donc, soyez pas trop gênés là, si vous allez au Népal, mais on est vraiment comme des pachas, finalement, à se faire encadrer, accueillir, tout ça dans un contexte souriant. Donc, c'est vraiment et ludique, là, vraiment. Donc, c'est le contexte dans lequel on va être, qui va nous accompagner là-bas. Petite photo de yak, là, parce que ça, c'est mignon, ou de Dzo, donc des déclinaisons, mais pour dire aussi que des fois, dans certains contextes, c'est les animaux qui transportent. La vie de camp, donc la plupart, ça, c'est un choix éditorial de Caravanier, c'est le fait de d'être en camping. Donc, ah. Donc, donc, l'idée de monter des campements, d'être en itinérance, d'être autonome dans notre bulle, pour nous, ça c'est super important, ok, de pouvoir ne pas dépendre de la disponibilité des lodges, de ne pas devoir se battre avec je sais pas quel groupe d'ailleurs pour la place à côté du four dans le lodge. C'est cette espèce de liberté qui incarne vraiment le camping, donc ça c'est super important pour ça. Et globalement quand même le confort. Donc, le confort de nos campements qu'on veut donner, puisque on sait que c'est un enjeu, là. Bon, pour plein de raisons, donc le camping, etc., c'est peut-être pas ce que les gens maintenant projettent, mais sachez que par rapport à un lodge, l'argument de la chaleur, si vous voulez, ou de la gestion de l'humidité, c'est supérieur en camping. Le confort des matelas, rien à voir avec les matelas des lodges. Les oreillers qu'on vous donne sont exceptionnels. Donc, bref, les temps de douche qu'on fournit aussi. Donc, on a cette autonomie-là. Je voudrais même au niveau de la cuisine, on a aussi plus de contrôle par rapport à ça, par rapport à la diversité et les quantités. Donc, ça, c'est des aspects très importants qui font en sorte qu'on mise encore sur le camping dans l'est du pays. Donc, c'est valable, en fait, dans toutes les destinations trek de Caravanier. Voilà. Donc, petit clin d'œil sur le portage.
Et là, ça nous enchaîne sur nos premiers 2 treks dans l'Est. Ok, parfait. Alors, bon, bah oui, donc on a deux voyages phares, je dirais, dans cette région-là, qui est le pays Sherpa, les collines du Selu au Numbu et l'Everest par la vallée de Tamé. Disons que les deux voyages ont un tronc commun, donc c'est le pays Sherpa. Alors, dans la présentation là, que je vais vous faire de ces voyages-là, je vais vraiment finalement vous décrire le pays Sherpa, qui est le voyage aussi, comme on le mentionnait rapidement au début, peut-être le plus accessible, le plus court aussi de notre offre au Népal. Et c'est en fait aussi l'introduction de notre voyage dans la vallée de Tamé. Donc, on débute par le pays Sherpa, puis ensuite on va aller rejoindre la vallée de Tamé, puis la vallée de Gokyo. Donc, je vais commencer par ça. C'est ça. Donc, après avoir fait notre Katmandou, Bhaktapur, on va prendre la route. Finalement, c'est aussi un choix dans notre itinéraire de prendre la route pour aller rejoindre le pays Sherpa. Donc, on s'attend vraiment à une grosse journée de route, voire 2 journées. On coupe ça en deux pour que ce soit moins lourd cette première journée, puis en cas d'imprévu. Ce qui fait qu'on a 2 belles journées de route pour aller rejoindre le pays chez Sherpa. C'est sûr que c'est loin, ça se mérite, mais on est content quand on y arrive. Mais en même temps, c'est vraiment une volonté. C'est comme des journées de voyage en soi, parce qu'on va vraiment traverser différents paysages. C'est comme une immersion, une introduction lente à ces paysages, ces journées-là, où on va vraiment découvrir un peu l'évolution des paysages pour atteindre le pays Sherpa. L'autre raison aussi pour laquelle on ne prend pas nécessairement d'avion ou d'hélicoptère dès le début du voyage, ça on se le garde pour la fin de nos treks, c'est parce que justement, en cas d'imprévu météo, et ça arrive quand même souvent, si on a des vols annulés, des hélicos annulés, bon, ben là, on perd potentiellement des journées de marche. Donc, on évite ce facteur-là, ce qui fait qu'on prend la route, on se donne pas de chance, on préfère conserver toutes les chances de notre côté pour avoir débuté notre trek dans de bonnes conditions. Et par contre, on se garde le vol ou l'hélico pour la fin de nos treks. Donc après avoir fait cette route-là, on arrive pays Sherpa. Donc quand on parle de collines, les collines du Solo Numbourg, on s'entend que c'est pas les collines qu'on connaît ici. Ça n'a rien à voir. Là, ce sont des collines de 6 000 mètres et plus. Alors l'esprit de montagne, vous allez l'avoir, même dans le pays Sherpa. Même si on se rapproche pas nécessairement des hauts sommets de 8 000, vous avez quand même des belles collines, comme on voit ici, de 6 000, entre 6 000 et 7 000, ce qui sont quand même pas si pire. Alors, le volet montagne, on l'a, l'esprit de montagne, on l'a, les sommets enneigés, on les a. C'est juste que le pays Sherpa, le voyage pays Sherpa, il est un petit peu plus court que l'autre. C'est à peu près 11 jours de marche. Et on reste à une altitude relativement, je veux dire, acceptable. Je veux dire acceptable. Pas tant exigeante. On y va encore une fois assez en douceur dans ce voyage, ce qui en fait quand même un bon voyage comme étant un premier trek, une belle première introduction en Himalaya. Si vous ne savez pas encore si ça vous tente de marcher pendant 18 jours, un premier 10-11 jours de marche, c'est déjà un très beau voyage. Et promis, vous allez vraiment avoir déjà ce que vous recherchez en Himalaya. Donc, les belles montagnes, des hauts sommets enneigés et ces belles vallées-là qu'on retrouve dans le pays Sherpa, parce qu'on fait vraiment juste marcher de vallée en vallée. Donc, itinéraire hyper varié, hyper contrasté. Les vallées peuvent être très, très verdoyantes, très luxuriantes. Je veux dire, des vallées en terrasse avec beaucoup de cultures qu'on retrouve sur le chemin. On traverse énormément de villages aussi. C'est pas un voyage où on est isolé vraiment en pleine montagne, par exemple comme le Ladakh dont je vous parlais tantôt, où là on est vraiment dans la pampa, des grandes vallées, des grandes grandes vallées où on est seul, où les seules personnes qu'on pourrait croiser sont des nomades. Là pour le coup, le pays Sherpa finalement c'est de village en village. Donc il y a quand même un volet culture, rencontre locale qui est très présent dans ce voyage en sachant aussi que la plupart de notre équipe locale est originaire de cette région-là. Donc, on est toujours bienvenus, les bras ouverts aussi dans cette région qui est très accueillante, très peu fréquentée. Je veux dire, on n'est pas du tout dans des sentiers classiques que ce qu'on peut retrouver habituellement au Népal. Donc, très, très, je veux dire, très, très intéressante à ce niveau-là. Comme je disais aussi, au niveau de l'altitude, on est toujours je veux dire entre 2005 et 3500 mètres, ce qui fait que on navigue à une altitude toujours très, très acceptable. On y va en douceur. On a un col à 4500 mètres, mais on va jamais plus haut et on dort pas nécessairement, on dort pas nécessairement à 4500 mètres non plus, ce qui en fait vraiment un voyage où l'acclimatation est optimale. Quand je parlais justement du peuple Sherpa, des habitants qu'on croise,
Puis le fait d'être accompagné par une équipe locale qui vient du coin, bah, ça nous force aussi, bah, ça nous crée des opportunités, en fait. C'est vraiment une chance de pouvoir aller, partager ces moments-là. C'est dans les voyages, il y a Tendi justement qui est notre sirdar, qui est donc le chef de l'équipe, locale, sur place, qui bah, sa maison en fait, on va aller boire le thé, chez sa sœur. Il y a sa maman qui va, certainement venir nous servir un thé un matin sur un campement. Donc on est souvent invité à aller boire le thé, chez une tante ou bref, il y a toujours une occasion qui se porte pour, qu'on puisse aller, boire un thé, quelque part, puis, vivre, ce genre de petits moments. Au niveau des sentiers, donc on n'est pas toujours dans ce genre de sentiers-là, c'est juste pour illustrer un peu ce qu'on peut retrouver, au Népal. On est encore une bah, comme je disais, vraiment dans des paysages hyper contrastés là, de vallée en vallée. Ça peut être très luxuriant, très verdoyant. On est vraiment, dans des forêts parfois un peu denses. Puis hop, d'un coup, on arrive à un col, puis là, c'est complètement dégagé, c'est magnifique. On a la vue sur les montagnes et en même temps, on peut être dans des bananeraies puis voir des sommets enneigés au loin. Donc c'est vraiment, assez hallucinant. On a les fameux ponts népalais, qu'on retrouve, à l'occasion, sur notre passage, qu'on peut traverser, qui sont toujours un peu, sensationnels pour la petite dose d'adrénaline. Hem, alors voilà, je dirais que l'accent de ce voyage, il est définitivement dans les rencontres qu'on fait. En plus des paysages, qu'on croise. Là, par exemple, c'est une petite école, l'école de Hakang, qu'on en fait, on dort dans la cour de l'école, pendant ce voyage, que ça soit dans le voyage du pays Sherpa ou dans la vallée de Tamé, ça se rejoint. On va vraiment dormir dans cette petite école-là. Puis, bah, en fait, c'est une école avec laquelle on a un lien aussi via la fondation de Babou Chiri Sherpa. En fait, depuis des années, on subventionne pardon, on subventionne le salaire, d'un prof. C'est une toute petite école, il y a juste 4 classes, puis je pense que ça regroupe, 2 villages, dans les alentours, donc c'est vraiment tout petit. Ça n'empêche que dans les villages, en tout cas, il y en a qui peuvent être plus éloignés. Les enfants peuvent faire, plus de 30-40 minutes de marche pour venir à l'école le matin, puis même chose au retour. Donc c'est vraiment assez isolé, très mignon. On dort dans la cour de l'école, on va souper dans les classes. Puis si on arrive en voyage au moment où, bah, les écoliers sont là, bah, c'est pas rare d'avoir ce petit moment-là, puis, qu'ils nous fassent des petits coucous à l'occasion. Alors, voilà et l'autre volet qui est aussi super important, puis très présent dans cette première bah, dans ce voyage Pays Sherpa, puis dans cette première partie de notre voyage, par la vallée de Tamé, c'est justement l'introduction au bouddhisme tibétain qui est, forcément très, très présent dans cette région-là. Donc, ça passe par des monastères, beaucoup qu'on va croiser, on va avoir la chance aussi d'assister, à des cérémonies. Là, on voit un petit peu je passe un peu du coq à l'âne là dans les diapos. Mais bref, les monastères sont vraiment un volet aussi important. C'est un privilège de pouvoir assister à des cérémonies, à ces pujas-là. Donc, on va passer par une cité monastique qui est la cité de Tumten Choling, qui est habitée à l'année par, 500-600 moines et nonnes. Donc ça bouge, il y a quotidiennement des cérémonies aussi. Donc on a la chance de passer par là, de croiser ces personnes-là qui, nous accueillent, dans ces moments, assez privilégiés. Donc on en profite. C'est sûr qu'on a plusieurs occasions, dans ce sens. Donc là, on voyait, je passe, les images d'ambiance là pour vous donner quand même toujours une bonne idée là de type de paysage qu'on a là, c'est super varié. Toujours des belles rencontres, sur notre chemin. Évidemment, on voit, bah, c'est ça, on voit vraiment les gens travailler, dans les champs, là les fameux ponts encore une fois, quelques rivières à traverser. Oh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs, images qui se répètent. Donc là, les temples, encore une fois, bah, les monastères, pardon. Les monastères qu'on a sur le chemin. Vraiment un des moments, en tout cas moi personnellement, c'est ce qui me marque le plus, dans ces voyages-là, c'est justement ces occasions-là qu'on arrive à créer, qui sont assez uniques. Donc définitivement quelque chose qui va marquer. Au niveau, comme je disais, donc 2 vallées, juste un petit mot, sur le niveau. C'est sûr que le pays Sherpa, hem dans l'un ou l'autre des voyages, bah, faut s'attendre à avoir, des dénivelés quand même relativement importants. Mais quand je dis importants, on parle peut-être de 800 000 mètres de dénivelé cumulé quotidiennement, parfois un peu plus aussi. Donc, avis en tout cas aux personnes, si vous n'aimez pas trop les dénivelés, en tout cas quand ça monte et ça descend, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller en Himalaya parce que là, pour le coup, ben, c'est pas mal notre quotidien. Donc vous allez avoir des mollets
affûté à la fin du voyage, ça c'est clair, parce qu'il y a des bonnes, des bonnes montées, des bonnes descentes qui nous attendent au quotidien, mais ça vaut amplement la peine. On est toujours récompensé. Alors voilà pour, le pays Sherpa. Ça donne, une bonne idée en tout cas de l'esprit et de l'ambiance. Ensuite, je passe, à l'autre voyage, donc l'Everest par la vallée de Tamé. Et donc la vallée de Gokyo. Donc là, on voit un peu sur l'itinéraire, on a fait le choix pendant longtemps, on a proposé donc le camp de base de l'Everest qui passait par la vallée du Khumbu qui est, relativement très fréquentée, relativement, qui est très fréquentée en fait dans le fond. Et en fait, je veux dire après plusieurs années, à aller, sur ce terrain-là, on se rendait compte que, ben non, ça nous ressemblait plus, tant, la surfréquentation faisait qu'on prenait plus vraiment de plaisir à passer par là, puis on n'y trouvait plus nécessairement notre touche à nous. Donc on a essayé de repenser l'itinéraire pour toujours pouvoir s'approcher des géants tels que l'Everest et les autres, le Choyu, Makalu, Lhotse et cetera, avoir cette belle vue sur ces géants-là, mais en passant par des vallées beaucoup moins fréquentées. Et donc la vallée de Tamé était comme une évidence parce que cette vallée-là, ça fait une dizaine d'années, qu'elle s'est ouverte entre 10 et 15 ans là, qu'elle s'est ouverte au tourisme, ce qui fait que ça en fait une vallée relativement récente et encore, très peu connue. Donc on en profite parce que c'est encore le cas. On n'est pas nécessairement tout seul ou seul au monde. On croise évidemment, des gens, qui passent par là, mais vraiment beaucoup moins que dans la vallée du Khumbu. En tout cas, on a vraiment beaucoup plus ce sentiment d'isolement. Donc on pousse un peu dans la vallée de Tamé avant de rejoindre le col de Renjo, qui est notre point culminant sur ce voyage à 5 400 mètres à peu près, pour rejoindre donc la vallée de Gokyo et redescendre, donc ensuite vers, Lukla. Donc si je débute, c'est ça. Donc, vallée de Tamé, heu donc oui, on a passé la vallée, ça c'était les photos, des fixes si jamais. Donc oui, vallée de Tamé absolument magnifique comme je disais, moins fréquentée, ce qui nous laisse aussi l'occasion vraiment de passer par des petits villages, comme, Koumjou, Koundé, qui sont absolument, uniques. On change d'environnement, on le sent aussi parce que forcément on commence à monter progressivement en altitude. On est passé donc de 2005 à 3005 où là on passe par Namché qui est une ville, un port à peu près port d'attache, je dirais, notre porte d'entrée en fait, vers le parc de Sagarmatha, donc dans l'itinéraire. Et donc là, on passe la barre des 3500 puis on va vraiment commencer à monter progressivement. Ce qui fait aussi que les dénivelés quotidiens vont être beaucoup moins, élevés, en tout cas, beaucoup moins cumulés que dans le pays Sherpa, ce qu'on pouvait avoir. Mais ça n'empêche que, plus on monte, plus on a aussi des vues, puis on se rapproche, des hauts sommets. Donc c'est absolument, spectaculaire. On a nos premières vues sur l'Everest en passant justement, dans le parc de Sagarmatha. Donc, encore une fois, vallée de Tamé, très peu fréquentée. On dort toujours sous tente, donc que ça soit Pays Sherpa, vallée de Tamé, on est toujours donc en campement. C'est sûr on dort parfois dans la cour de lodge, ce qui nous permet de profiter aussi un peu, le soir, des poêles à bois et puis d'avoir un petit peu de chaleur pour nous réchauffer, le corps et l'esprit en fin de journée. Mais sinon, on retrouve le confort de nos tentes pour dormir toujours, à part pour la vallée de Tamé où quelquefois on a des petites nuits en lodge parsemés dans l'itinéraire, mais relativement rares. Voilà en tout cas des dodos. Donc là, la Madablam qu'on voit au loin, qui est absolument magnifique, clairement une de mes montagnes favorites qu'on voit et puis qu'on a la chance, vraiment de contempler, plusieurs fois, dans l'itinéraire, qui est vraiment, vraiment très, très belle, une des plus belles montagnes à mon sens, qu'on croise ici. Alors voilà, pour la vallée de Tamé. Donc on arrive au monastère de Tamé. Tamé, ça va être vraiment aussi notre point d'ancrage. On va y rester quelques jours pour vraiment parfaire notre acclimatation, parce que là, on va être autour de 4000 mètres. Donc c'est vraiment idéal. On va vraiment passer la barre des 4000. Donc on reste à Tamé. Il y a plein de belles choses à faire. Il y a un super monastère. Le petit village est mignon. On peut aller s'enfoncer un peu plus dans la vallée aussi. Donc, donc voilà, on va aller progressivement ensuite rejoindre. Bon là, j'ai toujours des photos, j'ai comme beaucoup de photos de l'ambiance de Tamé avec les lodges, qu'on peut retrouver justement quand on s'y retrouve justement pour aller boire le thé en fin de journée. Le fameux monastère qu'on voit ici qui est, super beau.
Encore une fois, là, ça illustre bien le genre de petit déjeuner ou de moments qu'on peut avoir dans la journée, dans la cour de certains lodges pour avoir cette liberté-là, justement, du dehors et de profiter des belles montagnes qui nous entourent. Ensuite, on s'enfonce un petit peu plus dans la vallée de Tamé pour aller rejoindre Arié, qui est juste au fin fond de cette vallée qui est absolument spectaculaire. Euh, on est à peu près à 4 500-4 600 mètres ici, dans la cour d'un éleveur de yaks, d'une cinquantaine de yaks. Donc, on se sent vraiment seul au monde dans ce coin-là, pour ensuite aller rejoindre tranquillement le lac de Rélamo, juste ici, qui est aussi assez spectaculaire, quasiment avec une rive sablonneuse. Là, c'est vraiment très particulier. Donc là, on est en autonomie complète et avant de repasser, enfin, en fait, c'est juste avant de passer notre fameux col de Renjo, qui est à 5 400 mètres, donc le lendemain. Donc, donc on dort à 4 900 juste ici avant de passer le col à 5 400. Donc, c'est notre point culminant du voyage. Une belle montée qui nous attend, rien de technique, pas nécessairement besoin de crampons, sauf si, mais sinon, on a les crampons dans le sac, mais c'est assez rare qu'on doive les porter. C'est vraiment une randonnée en haute altitude, donc comme je disais, rien de technique. Quand même 5 500 mètres, mais quand on arrive en haut, ben là, on est vraiment récompensé par une vue assez époustouflante sur les plus grands sommets de la planète. Donc, on voit l'Otse, l'Everest, évidemment, en plein devant nous, le Makalu, on a le Choyu. Bref, on prend le temps vraiment d'admirer ces paysages-là. Puis étant donné qu'on redescend vers Gokyo, ben, on va vraiment avoir toute la journée là, pour en profiter, puis avoir cette vue-là spectaculaire vraiment devant nous. Donc là, c'est le troisième lac de Gokyo qui est absolument magnifique. Il y a plusieurs lacs qu'on va voir au fur et à mesure de l'itinéraire. Donc, le troisième lac d'un bleu turquoise et les autres. Alors voilà, quelques photos de l'Everest. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans la vallée de Gokyo, qui va vraiment nous permettre justement de continuer notre exploration en complète autonomie. On va aller pousser jusqu'au cinquième et sixième lac. Heu, c'est vraiment, en tout cas, clairement un des endroits, à mon sens, les plus spectaculaires du voyage parce qu'on se sent vraiment complètement, isolé, seul au monde, au milieu des montagnes. Je veux dire, si vous aviez peur de ne pas forcément nécessairement voir, tous ces sommets-là en ne passant pas par le camp de base de l'Everest, bah, clairement en tout cas, je c'est juste des idées reçues parce qu'on peut vraiment avoir des vues de malade sur ces sommets-là en passant par ces sentiers-là. Et donc, bah, voilà, non, ça va, c'est toujours le troisième lac, là, on voit Gokyo. Donc on longe le lac pour ensuite, comme je disais, aller pendant, 2 nuits se retrouver près du cinquième lac. Là, on voyait le Choyu juste avant que j'ai passé un peu vite. Donc le cinquième lac, le cinquième lac un petit peu plus loin près duquel, on va dormir, pour ensuite aller s'approcher du fameux glacier de Nguzumbatso qu'on voit juste ici. Donc avec le sixième lac qui est vraiment magnifique. En tout cas, superbe endroit. Donc le genre de campement qu'on peut retrouver, sur cet itinéraire, très spectaculaire. Vraiment, en tout cas, vous allez avoir des très beaux ciels étoilés, sur ce voyage. Donc après avoir, passé quelque temps, donc près des lacs, bah, ça va être donc la redescente, tranquillement, de la vallée de Gokyo pour aller rejoindre, bah, pour aller rejoindre Lukla finalement, notre point de chute, notre point de fin. Donc du côté de Machermo aussi, c'est super beau, à savoir qu'on y va donc au printemps et à l'automne. Au printemps, on a les rhododendrons en fleurs, quand on commence à descendre justement dans la vallée, c'est super beau. À l'automne, ça n'empêche aussi qu'on a des paysages, puis souvent des ciels beaucoup plus limpides aussi, peut-être un peu moins de neige au sol. Mais ça reste aussi, une super belle saison, pour y aller. En sachant que là, beh, cet automne, on a déjà plusieurs groupes complets. Il nous reste seulement un départ avec, encore quelques places disponibles. J'ai pas parlé du pays Sherpa d'ailleurs et de la disponibilité de cet automne. On a, un départ en novembre, le 2 novembre pour le pays Sherpa, pour lequel il reste de la place. Et sinon, pour la vallée de Tamé, beh, il nous reste aussi de la place pour le départ du 9 octobre, si je ne me trompe pas. Alors, voilà, donc on termine, tranquillement ce voyage-là. On arrive à Lukla et là, on va prendre avion ou hélicoptère pour retourner à Katmandou et donc terminer notre voyage, au Népal. J'arrive autour de Manaslu. Alors là, je fais un appel à François Xavier pour savoir s'il est dans le coin, mais je pense qu'il est peut-être pas là.
Hem, alors, je vais juste revenir là-dessus, hein, peut-être, oui, super, tu là. Allô? Donc, on continue. Vallée de Manaslu, tour du Voilà, Manaslu, vallée de Tchou. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un circuit ça qu'on fait depuis 21 ans maintenant. L'année passée, ça a été le retour post-pandémique, groupe plein en septembre. Donc, les périodes qu'on vise, c'est surtout après la mousson, je vous dirais. Donc, au tout début octobre, voire à la fin septembre de chaque année, ça pourrait être aussi en sens inverse en avril. Ce sont les deux meilleures périodes pour y aller. On est situé au cœur du Népal, au centre. Donc, ouais. Attends, excuse. Désolée, vas-y. ouais. Donc voilà. Donc, en fait, on va commencer très bas en altitude. Arugat, peut-être, un petit peu plus loin, sûrement, là, selon le développement de la route. C'est sûr que ça évolue beaucoup, là. Au Népal, les routes se construisent, se développent. C'est un peu l'essor économique pour beaucoup. Donc, nous, on s'adapte à ça. Et donc, le concept de ce trek, c'est vraiment de faire le tour du massif du Manaslu, comme on peut voir, et de revenir par la vallée du Tour des Annapurna. L'idée aussi de ça, c'est qu'on va passer par plusieurs communautés, plusieurs ethnies, quelques provinces. Donc, on va être dans l'univers hindou, chez les Rai, et un peu plus loin, dans plein d'ethnies locales bouddhistes, entre autres les Manang et d'autres. Donc, bref, c'est vraiment un voyage qui est dans un autre univers visuel culturel que ce qu'on peut retrouver dans l'Est. Voilà, donc quelques photos de ça. Le tour du Manaslu, j'ai mis quelques-unes de mes photos. Il y en a des tout récentes, etc. Bon, moi, j'ai fait l'ascension du Manaslu. Et à l'époque, pour pouvoir faire l'ascension, vu qu'on a besoin de plus de temps, il fallait partir en pleine mousson. Donc, c'était juste pour vous donner un petit clin d'œil sur ce que peut être la mousson au Népal. Et aussi par rapport à un certain dérèglement météorologique ou climatique. Des fois, la mousson a tendance à pousser un petit peu sur la fin septembre et octobre. Donc, il faut s'attendre à pas mal de précipitations. Ou l'inverse, des extrêmes de chaleur. Donc, ici, mon copain Dawa utilise le parapluie pour ces deux raisons. Donc, c'est pas rare de marcher avec des bottes à eau et un parasol au parapluie au Népal pour se protéger du soleil et de la pluie. Notre équipe de l'époque, la gang à Babou, on remonte à 2010, mais bref, même équipe pour nous soutenir tout au long du voyage. C'est vraiment un trek où il sera 100% aussi en camping. On va être dans les villages, littéralement, donc ça attire toujours la curiosité des enfants et des moins jeunes. Donc ça, c'est une particularité, je vous dirais. Tantôt, je l'ai dit, là, mais c'est vraiment, si vous voulez, une immersion dans un Népal qui existe, qui vit et qui a son économie locale, autarcique. Fait que ça, c'est l'autre particularité de ça. On va passer à travers différents écosystèmes sociaux ou différentes ethnies. Donc, au niveau de la nourriture, ça va beaucoup varier. On va s'adapter de ça avec nos cuisiniers, les écoles. Bref, c'est vraiment une immersion dans la vie népalaise, finalement. Un petit peu, je vous dirais, en contradiction avec peut-être l'Everest puis la vallée de Tamé où on est beaucoup plus haut en altitude, on est plutôt dans un Népal nature. Ouais, nature, ouais. Donc voilà, la vie qui se déroule, le grain qui sèche à la fin de la saison. On est en début octobre à peu près, le trek qui commence ici. À Arcade Bazar, on est à 400-500 mètres d'altitude. À la fin de septembre, on est à la fin de la mousson, les rivières sont encore gorgées, donc c'est vraiment un paradis, si vous voulez, naturel, luxuriant, donc c'est très verdoyant, c'est des chutes d'eau partout, c'est l'abondance. Au Québec, on capote avec les chutes Montmorency. Là-bas, il y en a une à tous les jours, là. Fait que c'est quelque chose de très particulier. Les rizières sont quasiment à leur meilleur à ce moment-là. Donc, très vertes, prêtes à la récolte, presque en octobre. Bref, c'est le Népal rural vivant. Et puis, si on avait une couleur à mettre, ça serait vert pour la première semaine, c'est certain. Les grands ponts, immersion dans les villages. Et bon, bref, oui, ça a changé un peu par rapport aux photos qu'on peut voir là.
On n'a pas mis une photo du voyage de 2023, mais bon, ça reste on s'entend que l'évolution de ça reste relativement limitée. Je dirais les développements qu'il pourrait y avoir, c'est des lodges, principalement, des tea houses. Le Manaslu qui se dévoile à nous après plusieurs jours de marche. On n'a pas vu la Tum Valley, mais la Tum Valley, c'est une immersion qu'on va faire dans un massif de montagne qu'on appelle le Ganesh Himal. Donc, le Ganesh Himal, c'est des petits sommets relativement petits, en fait, à 7000 mètres, en comparaison avec monsieur ici, où là, il y a deux grands monastères importants. Donc, c'est vraiment une immersion dans ça. C'est vraiment, imaginez-vous, là, aller dans les vallées reclus, éloignées, pour rencontrer les moines qui sont en immersion. Si vous voulez, en exil, pas en exil, mais voilà, le mot m'échappe, mais j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on va passer aussi par rapport, on va beaucoup marcher dans un Népal plutôt tibétain. On est vraiment à la frontière du Tibet, donc beaucoup plus de construction de pierre, les gens, les traits, du visage et tout. On est plutôt dans les références avec le Tibet. Les routes de commerce sont vraiment pas loin, donc c'est aussi des fois on voit souvent des caravanes de yaks passer pour amener des marchandises vers le Népal. Donc, ce commerce-là ancestral existe encore aujourd'hui. Et là, plus on progresse, donc, plus on arrive en altitude, et je vous dirais que c'est vraiment vers la fin du trek où là, on atteint la barre des 4000 mètres et où là, on est vraiment dans un environnement de montagne, de haute altitude. Comme on peut voir ici, donc le Manaslu finalement prend une autre forme complètement. Et le défi ou si vous voulez, le challenge en altitude ou la journée la plus significative de ce trek-là, c'est le passage du col de l'Arquet à 5125 mètres qu'on voit ici. Donc, c'est un col bon, un peu banal, là, je dirais. J'ai même des souliers de marche. Mais bon, il va peut-être avoir, avoir des crampons pour marcher cette journée-là. Et puis, ça va redescendre beaucoup. Donc, c'est une bonne montée, puis une grosse descente jusqu'à Bimtang. Bintang, où là, on va pouvoir voir le Manaslu encore d'une autre angle, comme ça. Puis, quand le ciel est clair, le soir, c'est magique, là. Donc, Bimtang, pour moi, quand je suis arrivé là, ça m'a vraiment fait une référence à le Moyen Âge, tout simplement. Là, c'est un recul dans le temps de fou. C'est ce qui en fait son charme, je vous le dirais. Et on n'est pas encore dans, si vous voulez, la folie des Annapurna, l'achalandage des Annapurna. On est à une rivière près de ça, donc ça reste que ce coin-là est quand même isolé. Voici Bintang. J'ai l'impression de voir Moyen-Âge européen, là, quasiment. Et donc, tous entourés de grandes montagnes. Donc, village encore. Et puis là, à un moment donné, on passe de cette petite vie rurale. Et à un moment donné, on traverse le fameux pont qui nous amène à Darapani. On est sur le circuit des Annapurna et pof, les grands lodges, le confort, la petite machine à café, la petite viennoiserie ou la bakery allemande. Donc là, on est comme, wow, retour à la civilisation. Ça fait du bien, mais on va avoir vraiment l'impression d'avoir été dans notre bulle pendant un moment. Puis c'est ça la force, je trouve, de ce voyage-là. Ah, ça va trop vite. Ouais, tu vas jusqu'à la fin. Donc, on revient donc à la fin de la randonnée. Finalement, on est à Bessissar et on a l'opportunité de prolonger. Ça, on peut l'arranger de manière custom, si vous voulez, à Pokhara. Pokhara, qui est la deuxième ville en importance du pays, qui est flanquée du lac Fewa, donc un immense lac qui est au pied de la chaîne des Annapurna. C'est super. Partant joli, on peut voir la chaîne. Là, sur la photo précédente, on le voyait. Et puis, s'il y a des gens qui veulent finir ça relax en fin de voyage, je conseille à tout le monde d'arrêter à Pokhara, puisque malgré ses 100 000 habitants, il y a encore cette vibe-là, je vous dirais, post-hippie des années 70. Elle est là. Voilà, pour le tour du Manaslu. Je termine avec le Mont Mera. Donc, ça reste quand même dans l'univers des treks, malgré qu'il y a un sommet. Donc, ça, c'est notre formule montagne. C'est un long trek avec ascension d'un sommet sur quelques jours. Encore une fois, sur le Mont Mera, jusqu'à la dernière édition, on va garder le tronçon commun, si vous voulez, de nos autres treks dans l'est du Népal, à savoir le pays Sherpa.
Donc, on va le traverser à partir de Taksindu, Faflu même, Taksindu, et là, tranquillement, se rendre à Pangong. Bon, on le voit un peu là sur la carte, c'est le petit pointillé au centre, on est au nord de Faflu. Donc, on traverse le pays Sherpa d'ouest en est pour se rendre sur l'axe du mont Mera, qui lui est situé dans une autre région qu'on appelle le Makalu Barun. Donc, on est à l'est de l'Everest. Et là, par des variantes, je dirais, en rapport avec les itinéraires plutôt classiques, on va aller s'acclimater dans une région qu'on appelle la région des Cinq Lacs, qui est Panchpokari. Donc, ça, c'est une particularité. C'est un environnement parfait pour ça. Et puis ensuite, à la fin, on fait l'aller-retour entre côté puis la base du Mont Mera pour faire l'ascension. Puis on revient par un col qui s'appelle le col de Zatrois, qu'on voit par trait jaune, qui nous mène à Lukla. Donc, si vous voulez, c'est une espèce d'immense boucle avec une petite section aller-retour. Oh, je reviens là, moi. OK, donc, on a des climbing Sherpa. Donc, la différence par rapport à des Sherpas porteurs, c'est l'ethnie Sherpa, faut comprendre, là. Mais il y a des climbing Sherpa ou des porteurs ou des travailleurs d'altitude, on peut même les qualifier comme ça, des gens avec qui on collabore depuis des années, la preuve c'est de me voir la couleur de la barbe, qui sont avec nous pour l'ascension technique du voyage. Donc c'est bien important. Lac Panuru, Dawa Tenzing, on a Namiel aussi, qui sont des gens qui collaborent avec nous, de grands talents et qui offrent, je vous dirais, un service incroyable. Toujours le portage, toujours l'enjeu. On voit beaucoup de vidéos peut-être là-dessus sur des gringos comme ça qui essaient de porter les charges. Tu sais, c'est des charges autour de 25 kilos, mais ça reste que le système eux utilisent est un système de portage sur le devant de la tête qui fait que nous, ce muscle-là, on l'a peut-être pas si développé. Mais pour eux, c'est la façon ancestrale de porter les bagages. Fait qu'on se challenge toujours, on rigole un peu. C'est une façon de communiquer avec le staff porteur, des fois, qui est un peu, qui a un anglais de base, puis donc on y va beaucoup avec la rigolade. Immersion dans les tea house, donc tout au long de ça, c'est bien, là, il y a ça beaucoup dans la région du Mera, donc des pauses en mi-journée où on va chercher green tea, black tea, lemon tea, etc., ou tout simplement des boissons là, autres. Donc ça fait partie un peu aussi des rites, aussi le matin, etc. Si c'est Namgel, notre autre porteur, si vous pas Climbing Sherpa, et notre staff cuisine, c'est bien important pour nous, là, ce volet-là, puisque c'est un grand trek, c'est une expédition, il faut que le volet bouffe soit super soutenu pour qu'on ait l'apport énergétique puis le goût de manger là, en altitude. Donc, environnement, pays Sherpa, verdoyant, moyenne altitude, autour de 3000, tranquillement 3500 mètres. On va être surpris que les cols à cette altitude, à 3500 mètres, sont encore au milieu de la forêt. Une forêt assez humide, donc chaude, quasiment, je ne vais pas dire tropicale, mais pas loin. Donc, c'est surprenant à quel point il peut faire chaud au Népal, en altitude moyenne comparé à nous. Et là, qu'on passe le cap des 3500, 4000 mètres, ben là, ça commence à devenir un petit peu plus aride. Ce concept photo ici. Piton. La région de Panchpokari, donc Panchpokari qui est à 4200 mètres, qui devient l'élément, le lieu clé pour notre acclimatation. Ça a été super payant dans les 2 dernières années parce qu'on a presque tous eu des sommets pour tous les participants. Et ça nous exclut complètement de la zone un petit peu plus fréquentée, là. Ça, c'est quand même bien. Et on va la regagner. Donc, si ça a mal été, si l'acclimatation n'a pas été disons, la plus performante à 4200, 4500 mètres, on a l'occasion de redescendre pour se refaire des globules, de se refaire un grand bain d'oxygène à 3600 mètres à côté. Et là, on revient dans une forêt de rhododendrons, de variétés de conifères, etc., avant de regagner l'altitude dans la vallée qui nous amène vers Tang Nang et le village de Carré. Et là, les grands 7000 commencent à se dévoiler autour de nous. Le Sherpa Tse, entre autres, qu'on voyait sur la photo précédente. Et les premières vues du Mont Mera. Donc, on voit en arrière du village de côté. Mont Mera qui fait quand même 6476 mètres, mais que sa face sud fait tellement peur par sa verticalité. Mais soyez sans crainte, c'est pas par là qu'on va faire l'ascension. Donc, progression. C'est un long trek, hein? Je sais plus en jour, là, mais je pense pour arriver à côté, on est à peu près une dizaine de jours. Carré, pardon. Sherpa Tse,
qui est toujours très visible. L'ombre, là, on est sur la face ouest du mont Mera, depuis Tang Nang, village de Tang Nang. Et là, il faut une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que les matinées, étant donné qu'on est vraiment dans une vallée verticale, là, le soleil plombe sur les tentes à 10 heures le matin, là. Donc, aussi bien oublier ça le matin d'espérer le premier rayon avant de se sortir de la tente, là. C'est croustillant jusqu'à 10 heures le matin. Donc, ça commence à être froid. L'environnement est plus hostile, évidemment, à partir de là, l'altitude commence à rentrer. Et là, notre camp de base, si vous voulez, c'est le village ici de Carré, à 4960 mètres. Là, de là, on va pouvoir faire révision du matériel, révision des techniques alpines, puisque sur cette montagne, on doit marcher sur un glacier, on doit être encordé, utiliser le piolet. C'est de l'alpinisme vraiment de base, donc un terrain facile, vous allez le voir tantôt, mais on doit quand même revoir tout ça et on refait une petite formation avec chacun pour s'assurer que la base est là, qu'il y a un bon refresh. Depuis Carré, on va continuer à monter vers les pieds du grand glacier de Mera. Et là, maintenant, on va comprendre que, finalement, la pente est pas mal moins agressive que qu'est-ce qu'on voyait des autres faces. On est donc sur la face nord, si on veut, de la montagne, et c'est un long tremplin, là, à peu près à 25-30 degrés d'inclinaison. Et on aura un camp d'altitude sur cette montagne à 5850, donc ça sera notre camp le plus élevé. Dans certaines éditions, on allait faire un petit trekking technique sur la base du glacier pour revoir nos techniques alpines. Et après ça, on est prêt pour cette montée qui nous amène. Donc, en fait, si vous voulez, c'est 2 jours en terrain alpin pour tenter l'ascension. Tout au long de là, on n'a pas besoin vraiment d'être accordé. À ce moment-là, on a juste des crampons. Et là, les grands 8000 se dévoilent à nous. Certainement, le Mera a un des plus beaux endroits au Népal pour contempler la grande région de l'Everest. Donc, tous les grands 8000, là, Choyu, Lhotse, Makalu, euh, Everest, évidemment, puis Kachenjunga un petit peu à l'ouest, à l'est, sont tous visibles de là en particulier, puisque c'est en c'est reclus, si vous voulez, c'est plus au sud, c'est plus détaché du grand massif frontalier avec le Tibet. Ce qui fait, en fait, selon moi, un des plus beaux treks techniques alpinistes, si vous voulez, du Népal, sans conteste. Dodo là, un petit dodo limité, je vous dirais, on part à 2 heures du matin après une nuit un peu mouvementée parce que ça bouge pas mal autour, tout le monde est un peu énervé. À partir de 2 heures du matin, on va marcher dans la nuit jusqu'au lever du soleil à 7 heures autour. On va l'espérer longtemps, ce petit rayon de soleil, parce que il fait froid la nuit. On parle d'autour de moins 20 degrés Celsius. Donc, au ressenti ou dans les extrémités, c'est présent. Et à un moment donné, ben, tout ça se réchauffe et là, le mental revient. La confiance revient. Et puis, à un moment donné, on voit se dévoiler à nous le sommet au loin. Et je vous dirais, dans la partie finale, là, juste avant que ça se redresse un petit peu, c'est là que le terrain redevient plat. Puis là, on fait des photos incroyables de nous qui marchons avec les 8000 mètres en background. Ah, ça prend ça quand même un petit côté fashion. Ici, là, donc, si on n'est pas loin du sommet, moment de pause. Et puis voilà, le sommet, c'est un sommet arrondi. C'est pas tout à fait le vrai sommet, c'est juste au pied de. Mais c'est souvent là qu'on peut se regrouper pour prendre des photos sécuritaires. Parce que le vrai sommet, il fait à vrai 20 mètres de plus, il est petit, puis il faut être assuré d'être bien encordé et accroché après son piolet. C'est vertigineux, mais c'est beau. Fait que c'est ça. Donc, dans les éditions qu'on a faites récemment depuis la pandémie 2022-23, on a eu, c'est ça, une quinzaine de marcheurs qui se sont rendus jusqu'au sommet. Faut pas jamais oublier la descente. Donc, faut pas tout mettre ses énergies dans la montée, redescendre. On vient au camp de base, on refait un plein d'énergie, puis là, il y a la longue marche de 3 jours pour revenir à l'UCLA. Ça implique de passer par un petit col à 4600 mètres, donc redescendre à 3600, remonter à 4600. Je dirais que ça casse les jambes et le moral un peu, ça. Mais bon, ça fait partie du défi. Il faut vraiment calculer son énergie jusque-là, puis là, ben, la longue descente. C'est quoi ça? La longue descente. Time out. Donc voilà, donc ça conclut un peu mes points par rapport à ça. Donc on revient à Lucla et de Lucla, on prend un hélicoptère pour regagner Katmandou.
Et c'est la fin. Tu vois, un petit peu de festivité à Lukla et c'est très propice pour ça, à 2700 mètres. Après tout le temps qu'on aura passé en altitude, je vous dirais que ça n'existe plus le manque d'oxygène. C'est plutôt le manque de O2 dans le corps le lendemain matin qui fait mal.